Si vous pensiez à Aladdin comme un héros charismatique épris d'une princesse indépendante, entourée par un génie hyper sympathique et par un tapis volant toujours prêt à aider, oubliez tout ça. Aujourd'hui nous partons en Orient où les contes se déploient sur mille et une nuits pour découvrir la véritable histoire de la lampe merveilleuse. Si l'adaptation Disney de 1992 est un des plus beaux succès du studio, le texte qui l'a inspiré est peut-être celui que l'on connaît le moins bien parmi les contes portés à l'écran. L'histoire d'Aladin ou la lampe merveilleuse est associée au recueil emblématique de l'imaginaire oriental, les contes des mille et une nuits. Cet ouvrage présente de nombreux récits d'origine indienne, perse, arabe, voire grecque selon certains spécialistes, et tous ces contes sont encadrés par l'histoire de Scheherazade, la fille du grand vizir qui chaque nuit raconte au sultan son époux une histoire dont la suite est sans cesse reportée au lendemain. Elle échappe à la mort grâce à ce stratagème car le sultan, déçu par l'infidélité de sa première femme, avait décidé d'assassiner chaque matin la femme qu'il avait épousée la veille afin de ne plus être trompé. Bon, chacun ses solutions. Tenu en haleine par les histoires que Scheherazade lui raconte, il finira par tomber amoureux d'elle au bout de mille et une nuits, d'où le titre du recueil. Ce regroupement de textes connaît un cheminement particulier, il est très vieux, on atteste qu'il a existé déjà au Xe siècle, et la découverte au Caire en 1896 d'un fragment de manuscrit où figure le titre des Mille et une nuits et la date d'octobre 879 nous pousse à supposer qu'il est bien plus ancien encore que ce que nous avions cru. Vous pensez bien qu'en presque 2 millénaires d'existence, ce recueil a été énormément modifié. S'il naît a priori en Inde, il est très vite enrichi par des apports successifs du monde arabo-musulman, et il y a presque autant de versions qu'il y a de conteurs. On enlève des textes, on en ajoute, on leur fait prendre une couleur locale, un petit peu comme on a fait avec les contes occidentaux dont on recense de nombreuses variantes en fonction des aires géographiques. Les contes des Mille et une nuits arrivent en Europe au XVIIIe siècle avec la traduction d'Antoine Gaillan, qui décide de perpétuer un peu cette tradition de modification et choisit d'augmenter le recueil avec plusieurs récits qu'il aurait pioché dans un livre de contes d'origine persane. Parmi ces textes que la culture populaire associe aux Mille et une nuits, mais qui en fait y ont été ajoutés très tardivement et ne figuraient pas dans les manuscrits originaux, on retrouve notamment l'histoire d'Aladin ou la lampe merveilleuse. Le conte original est plutôt long et s'articule autour de 4 aventures qui arrivent au personnage d'Aladin. L'histoire se passe en Chine, aussi inattendu que cela puisse paraître, et on nous présente d'abord l'enfance d'Aladin. Contrairement au Disney, on met en scène ses parents. Son père Mustapha est tailleur et sa mère, qui n'est pas nommée, néglige un petit peu son éducation à tel point que le petit Aladin va commencer par prendre, je cite, une inclination vicieuse. Il est méchant et il est désobéissant envers ses parents, et ça ne s'arrange pas en grandissant puisqu'une fois adolescent, il refuse d'apprendre à travailler aux côtés de son père et préfère traîner dans les rues avec les gamins du coin. Son père souffre tellement de son comportement qu'il finit par tomber malade et en mourir. Sa veuve n'a pas d'argent, leur situation est plus que précaire, mais ça ne calme pas ce cher Aladin qui menace sa mère dès qu'elle lui fait une remarque et ça donne au libertinage. Du coup, sa génitrice est à 2 doigts de le mettre à la porte. Autant vous dire que si Pascal le grand frère avait vécu à cette époque-là, il aurait eu pas mal de pain sur la planche avec Aladin. On remarque aussi que le Aladin original est à milieu du personnage solaire et charismatique imaginé par les studios Disney. Mais bref, un jour un magicien africain se fait passer pour l'oncle du jeune garçon, l'embobine et arrive à le pousser à aller chercher pour lui une lampe qui se trouve dans une grotte enfouie sous le désert et pleine de trésors. Sa mission accomplie, Aladin refuse de donner la lampe au magicien et pris par la rage, celui-ci le pousse dans la grotte de laquelle il va quand même rester prisonnier quelques jours avant de réussir à s'échapper grâce au génie. Dépité et non conscient qu'Aladin a survécu, le magicien rentre en Afrique et Aladin quant à lui retourne au village où il peut subvenir à ses besoins grâce à l'aide du génie qui pour le coup offre des vœux illimités aux porteurs de la lampe. Comme il a de l'argent, Aladin commence à fréquenter des milieux un peu plus aisés, il gagne en éducation et abandonne ses manières d'enfant des rues. Un jour, il croise le regard de la princesse Badroul Boudour, oui, Badroul Boudour, et il en tombe éperdument amoureux et il fait tout pour l'épouser. Bon, la princesse est déjà promise au fils du grand vizir, mais notre Aladin n'a pas vraiment froid aux yeux et il parvient à faire annuler le mariage grâce à l'aide de son génie. Il obtient la main de la princesse, parce qu'il est fortuné, et tout se passe bien jusqu'au jour où le magicien africain ramène de nouveau sa fraise et réalise que non seulement Aladin est encore vivant, mais surtout qu'il détient la lampe magique. Il parvient à subtiliser la lampe et demande au génie de transporter le palais chez lui en Afrique, alors que Aladin est absent, mais que Badroul Boudour se trouve toujours à l'intérieur. Après de nombreuses péripéties, dont une quasi-exécution publique, Aladin parvient à se rendre en Afrique, il récupère son palais, sa lampe et sa princesse, en tuant le magicien au passage.
La quatrième et dernière aventure de notre héros a lieu quand le frère du défunt magicien cherche à le venger en essayant de pousser Aladdin à formuler un vœu impossible auprès du génie, épisode dont notre héros sortira victorieux une fois de plus. Selon la classification, controversée mais efficace, Anne Thompson, Aladdin correspond au conte type L'esprit dans la bouteille. On a recensé de nombreuses histoires issues de folklore différents où le héros transcende sa condition première avec l'aide d'un esprit magique attaché à un objet. La plus vieille d'entre elles étant peut-être celle du Testament de Salomon, un texte apocryphe datant du 1er siècle, où Salomon construit son temple en commandant les démons de l'anneau que l'archange Gabriel lui a confié. On pense aussi au conte Le Briquet d'Andersen qui récupère le même schéma qu'Aladin. Mais oui, vous savez, le briquet, c'est cette histoire d'une vieillarde qui demande à un soldat d'aller chercher le briquet de sa grand-mère dans une caverne remplie d'or, et où finalement le soldat décapite la vieillarde et garde le briquet qui lui permet d'invoquer des sortes de chiens gardiens aux yeux géants qui exaucent tous ses souhaits. Bon, d'accord, des chiens avec une hypertrophie oculaire dans un briquet, c'est quand même moins cool qu'un génie dans une lampe. Mais il faut bien s'imaginer qu'à l'origine, le génie était beaucoup moins charmant que celui écrit par les studios Disney. On nous dit qu'il est tellement hideux qu'il fait mourir de peur les gens qui le voient. La plupart des adaptations ont fait un ressort humoristique, mais ce n'était pas du tout son rôle dans le texte d'origine. Il est intéressant de noter que le génie ici, comme les chiens d'Andersen, sont reliés à un objet d'où émane normalement une lumière. Un briquet ou une lampe. On cherche peut-être par là à imager la petite part de divin qui se cache à l'intérieur. D'ailleurs, la première fois qu'Aladin invoque un génie, c'est par mégarde alors qu'il est en train de prier Dieu. Les djinns dans la culture islamique sont des créatures au pouvoir surnaturel qui ont été créées en tissant la lumière d'une flamme. Et notre génie, quoique très laid, va projeter sa lumière sur l'existence d'Aladin puisqu'il va être l'outil, l'instrument de sa réussite sociale. Aladin, c'est en effet l'histoire d'une ascension sociale fulgurante. Par ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a bien une notion d'élévation dans la signification arabe du prénom Aladin. Toutes les adaptations vont reprendre ce motif-là, à la nuance près que Disney introduit une problématique qui n'était pas présente dans le texte à l'origine, c'est la question de l'identité et du mensonge. Dans le texte, la question de l'identité d'Aladin ne se pose pas vraiment puisqu'il ne cache pas son origine modeste. Il le dit à la princesse, hein, je ne suis pas prince, mais j'ai des sous, ce à quoi elle va répondre grosso modo, écoute, je t'épouse parce que mon père me l'a ordonné, mais dans tous les cas tu es assez riche pour qu'on se fiche un petit peu de là où tu viens. Or dans le Disney, ce n'est pas l'argent ou le manque d'argent d'Aladin qui pose problème, c'est son statut social, c'est le fait qu'il ne soit pas prince. Il ne demande pas au génie de le rendre riche, il lui demande de faire de lui un prince afin qu'il puisse prétendre à la main de Jasmine. Ce fait-là porte avec lui toute la problématique du mensonge. Alors dans le conte, on a bien le magicien africain qui usurpe l'identité de l'oncle, mais ça reste très secondaire, tandis que dans le Disney, c'est vraiment au cœur de l'intrigue. Quand Aladin devient le prince Ali Ababwa, il a le statut adéquat pour fréquenter Jasmine, mais elle ne s'intéresse plus à lui. On se pose alors vraiment la question, est-ce qu'il vaut mieux qu'il dise la vérité, qu'il gagne son amour mais qu'il perde le droit de rester avec elle, ou est-ce qu'il vaut mieux l'épouser sans qu'elle ne l'aime? Autour de ça, une vraie histoire d'amour va se construire. Bon, une histoire d'amour disneyisée, mais elle a au moins le mérite d'exister parce que dans le conte, oui, on nous dit qu'après le mariage, ils s'entendent bien, ça tombe bien, mais ce n'était pas du tout un mariage d'amour. Pour Aladin, oui, peut-être, mais certainement pas pour la princesse qui n'a pas eu du tout son mot à dire dans l'affaire. Aladin est venu presque l'acheter à son père, puisqu'il lui demande une dot absolument exorbitante s'il veut la main de Badroul Boudour. C'est cette fameuse scène où Aladin se rend en grande pompe au palais. Dans le Disney, il fait ça peut-être pour impressionner Jasmine et peut-être aussi pour redorer un petit peu son ego en se faisant aduler par le peuple qui le dénigrait au début de l'histoire, alors que dans le conte, c'est le sultan qui lui commande tout ça. Finalement, c'est son argent qui le rend digne de la princesse, alors que dans le dessin animé, il gagne son cœur et sa main grâce à ses actions héroïques. L'aventure d'Aladin dans le conte est un peu facile, c'est comme s'il avait un cheat code avec ce génie qui peut exaucer ses vœux à l'infini. Le fait d'avoir limité le personnage du dessin animé à seulement 3 vœux crée une certaine pression, il doit faire vraiment attention à ce qu'il demande. Et ça permet aussi de soulever la question de la liberté du génie, avec ce 3e vœu qui permettrait éventuellement de le libérer. Et ça met Aladin face à son égoïsme qu'il finira par dépasser. Dans le texte, la question ne se pose pas du tout. Le génie est un esclave et aucun autre type de relation ne va se tisser entre lui et son maître. Le dessin animé, c'est l'histoire d'Aladin, mais c'est aussi l'histoire de Jasmine. Disney en fait une héroïne moderne qui n'est pas en accord avec la manière dont la société l'enferme et qui cherche à s'émanciper, qui se rebelle contre son père, qui veut absolument choisir son mari elle-même. En préparant cette vidéo, j'ai lu pas mal d'avis de personnes qui disaient que Jasmine n'était pas si indépendante que ça parce que quand elle arrive en ville, on lui fait rencontrer tout de suite Aladin comme si elle n'était pas capable de se débrouiller toute seule.
Si l'on compare Jasmine au personnage qui l'a inspiré, donc Badroul Boudour, mais Jasmine passe pour une féministe militante quoi. La pauvre Badroul Boudour, on choisit à plusieurs reprises avec qui elle doit se marier et ça la dérange même pas parce que c'est comme ça. Son père menace de lui couper la tête pour un oui et pour un non, et l'histoire se termine avec la mort du sultan. Et la dernière phrase du conte, c'est un truc du genre: comme il n'avait pas d'héritier mâle, le pouvoir revint à la princesse et elle fut heureuse de le mettre entre les mains d'Aladin. Voilà. Bon, après il faut remettre les choses dans leur contexte et aussi prendre en considération le siècle où ce texte a été écrit. Enfin, j'aimerais m'arrêter un instant sur le cas du tapis volant parce qu'il est quand même emblématique de l'univers du dessin animé, mais qu'il n'existe pas dans le conte d'origine. C'est un objet légendaire lié au mythe de lévitation qui apparaît dans les mythologies arabes, perses, mais aussi dans le folklore russe. Dans la mythologie perse, Salomon, oui encore lui, en possède un et certains pensent qu'il lui a été offert par la reine de Saba. Il a certainement été placé dans le dessin animé parce que les tapis volants font partie de nos constructions imaginaires autour de l'Orient, mais moi je pense aussi que c'est quand même bien pratique pour Aladin d'avoir un tapis volant dans le dessin animé pour se déplacer rapidement, parce que dans le conte il n'en a pas, mais comme il a ses vœux illimités auprès du génie, à chaque fois qu'il veut aller dans un endroit, il demande au génie de l'y transporter. Et il fallait bien pallier à ce problème-là dans le dessin animé. Cet épisode aura été un peu différent des autres pour moi à préparer parce que ce n'est pas un conte que je lisais quand j'étais enfant. Pour tout vous dire, je l'ai découvert il y a quelques semaines. Alors forcément, ça altère ma perception des choses, mais c'est la première fois que je n'aime pas vraiment un conte. Aladin n'est ni attachant ni charismatique, il n'a pas le comportement d'un héros, le sultan est despotique, le génie n'est rien d'autre qu'un esclave, la princesse n'a pas de vrai rôle décisif, même les méchants combinés, le magicien et le vizir qui ont donné Jafar n'ont pas du tout son envergure, l'argent semble plus important que tout. Profitez-en bien, c'est peut-être la seule fois où je vais le dire, mais pour le coup, je trouve que le Disney est plus intéressant dans les thématiques qu'il aborde et les questions qu'il soulève. Il est temps pour moi de vous quitter, j'espère que cet épisode vous aura tout de même intéressé, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager. Merci à tous pour tous vos mots, vos messages et vos commentaires adorables, vous êtes vraiment au top, tout simplement. Je vous souhaite de merveilleuses lectures, de très belles découvertes et je vous dis à la prochaine.